Tous, Christophe Godin, je Et suis Jérôme Parc. Jérôme Parc. Nous sommes tous les deux les cofondateurs de WeSeed et nous sommes d'Optolazis. Je vois à l'écran WeSeed, c'est pour ça. D'Optolazis et nous sommes ravis à cette occasion de pouvoir vous présenter et répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez poser. Nous allons commencer par nous introduire. Christophe Godin, donc je suis médecin de formation et j'ai une expérience de développement de produits dans le domaine cardiovasculaire et dans le domaine de la thrombose, qui est tout à fait approprié pour notre projet. Jérôme? Donc moi je m'appelle Jérôme Parc, je suis ingénieur en agronomie, docteur en neurosciences et j'ai travaillé ces 10 dernières années sur le produit que nous sommes en train de développer avec Christophe. Je suis co-inventeur de cette molécule. Voilà pour en ce qui me concerne. Donc j'ai aussi suivi des formations de business en parallèle. J'en profite juste pour ajouter entre deux que vous pouvez commencer d'ores et déjà à envoyer vos questions. On en prendra note. Voilà. Je te laisse continuer, Christophe. Tout à fait, c'est effectivement ce que j'allais évoquer. Donc, vous voyez à travers notre présentation, nous sommes tous les deux complémentaires et je pense que c'est un point important à mettre en valeur puisque, d'une part, nous avons appris à nous connaître au cours de ces dernières années et à travailler ensemble. Et d'autre part, effectivement, nos expériences complémentaires sont tout à fait appropriées pour le projet que nous développons. Ce que nous proposons, et donc, comme l'a dit Jérôme, vous pouvez commencer à poser vos questions au fur et à mesure de notre présentation, c'est vous présenter pendant à peu près un quart d'heure les éléments clés de notre projet, et ensuite nous serons ravis de répondre à vos questions. Donc, Optolazis, c'est une entreprise qui est destinée à développer et faire avancer vers le marché le premier médicament des accidents vasculaires cérébro-hémorragiques. La situation d'un accident vasculaire cérébral hémorragique est une situation dramatique. Vous avez 75% de décès ou de handicap qui va persister tout le restant de la vie des patients. Et c'est une situation qui est due au fait que, suite à une rupture spontanée d'un vaisseau à l'intérieur du cerveau, vous avez la formation d'un hématome, la formation d'un lac sanguin, et que cet hématome va être compressif, va donc faire souffrir les tissus cérébraux autour de l'hématome, et il n'y a aucune possibilité chirurgicale quand l'hématome est profond pour pouvoir diminuer cette compression et éviter la situation dramatique que je vous évoquais tout à l'heure. C'est donc dans cette situation que nous avons une proposition avec Optolazis, une proposition qui consiste à injecter localement au niveau de l'hématome une substance que nous appelons nous thrombolytique. C'est une substance qui est destinée en fait à liquéfier l'hématome qui s'est formé. C'est comme un caillot qui s'est constitué à l'extérieur donc des vaisseaux sanguins de l'hématome. Et cette liquéfaction va permettre l'évacuation spontanée de l'hématome à travers le cathéter, et ceci dans une procédure que nous appelons chirurgie micro-invasive, en ce sens que justement il n'y a pas d'intervention qui consisterait à faire plus de dégâts que la situation de l'hémorragie intracérébrale du fait de notre procédure. Donc, nous avons un produit que nous voulons développer sur les 5 années à venir pour obtenir ce qu'on appelle la preuve de concept clinique, c'est-à-dire la démonstration de la capacité chez des patients à diminuer le volume de l'hématome qui a été constitué suite à cette hémorragie. Nous avons donc sur ce plan différents jalons, dont le premier est celui que nous voulons pouvoir financer à travers notre campagne de financement WeSeed, qui consiste à formuler le produit de manière à ce que ce produit puisse être actif avec une seule injection et donc relarguer progressivement. En fait, il y a 2 situations sur lesquelles notre produit se différencie de tous les autres produits de cette classe. Ces produits dits thrombolytiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure, sont des produits qui ont un inconvénient, c'est qu'ils sont normalement neurotoxiques et que d'autre part, ils ont ce qu'on appelle une demi-vie courte, c'est-à-dire qu'ils sont très très vite éliminés et donc ils sont actifs très très peu de temps. Notre solution se différencie sur ces 2 aspects. D'une part, parce que le produit qui a été inventé par Jérôme est un produit qui est mutant de telle manière qu'il est dénué de cette neurotoxicité, et ça c'est important quand on
peut administrer dans le cerveau un produit. Et d'autre part, parce que la formulation sur laquelle nous sommes en train de travailler au cours des mois qui viennent est une formulation qui permettra d'éviter l'inconvénient de cette demi-vie courte, de cette élimination très rapide du produit, et donc d'optimiser l'efficacité de notre produit. Nous disposons d'une licence que nous avons obtenue auprès de l'INSERM pour ce produit, et ceci nous permet d'avancer dans cette phase de développement qui sera suivie après de ce qu'on appelle le développement réglementaire, c'est-à-dire la production de la protéine, les études précliniques qui sont nécessaires avant d'introduire le produit chez le patient, et ensuite l'étude de preuve de concept clinique que j'évoquais tout à l'heure. Jérôme, tu veux peut-être évoquer le statut actuel de ce qui a été montré avec le produit? Oui, tout à fait. Donc actuellement, nous avons toute une série de résultats précliniques qui ont été réalisés, ce qu'on appelle in vitro, mais également in vivo, notamment sur des modèles pathologiques, sur des modèles d'hémorragie cérébrale chez le rongeur, où on a pu démontrer que nous avions une supériorité de notre produit par rapport aux autres thrombolytiques, comme Christophe l'a indiqué, notamment par l'avantage d'être non neurotoxique. Donc, on a pu montrer avec différents modèles que nous avions cette capacité à dégrader des hématomes ou des caillots sanguins qui étaient relativement équivalentes avec les molécules qui sont actuellement sur le marché, qui sont déjà des molécules très performantes. Et nous avons également montré donc sur des modèles de culture cellulaire et in vivo par des injections excitotoxiques, mais également donc, sur un modèle d'hémorragie reproduit chez le rongeur, que nous étions capables à la fois d'éliminer l'hématome qui était constitué dans le cerveau du rongeur, mais également d'avoir cette élimination de l'hématome avec un profil de sécurité augmenté du fait de l'absence de neurotoxicité par rapport à un candidat, par rapport à un concurrent qui est très souvent utilisé en clinique aujourd'hui. Donc, tous ces éléments de différenciation sont importants, et c'est pour ça que nous voulions les mettre en valeur. Nous serons bien sûr à votre disposition pour répondre à d'autres questions sur ces points de vue. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner quelques éléments sur la valorisation potentielle de notre produit qui est liée au marché dont on est en train de parler. Les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, c'est environ 1,5 million de patients victimes chaque année de cette situation-là dans le monde. De façon plus modeste et plus réaliste, ce que nous envisageons, c'est d'atteindre principalement le marché des 7 principaux pays en termes de marché pharmaceutique et de considérer les situations dans lesquelles vous avez un hématome profond qui justifie pleinement l'intervention que nous proposons. Cela représente à peu près 200 000 patients chaque année et à cet élément métrique, vous pouvez considérer que la valeur potentielle du produit à l'issue de l'ensemble du développement, c'est-à-dire au-delà bien sûr de notre preuve de concept clinique, mais avec ce qu'on appelle la phase avancée de développement qui permettra ensuite d'obtenir la commercialisation, peut être de l'ordre de 10 000 € par traitement, ce qui se justifie par le cadre hospitalier et la diminution du handicap sévère que l'on peut obtenir avec notre produit. Donc, ça vous donne un certain nombre d'éléments de la valeur commerciale du produit. Bien sûr, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre perspective à ce stade est d'aller essentiellement jusqu'à la preuve de concept clinique, qui est en fait l'option de sortie pour les premiers investisseurs que vous êtes. Ça nous paraît important de l'indiquer. Nous sommes dans un modèle économique de biotechnologie et effectivement, ce qui est important, c'est d'obtenir cette valorisation qui sera issue de la démonstration de preuves de concept clinique que j'évoquais et qui permettra de mettre en valeur tout le potentiel du produit qui sera ensuite qui pourra ensuite rentrer en phase de développement avancé avec l'intervention d'entreprises pharmaceutiques qui pourront soit entrer en co-développement, soit reprendre et acheter le produit à l'issue de cette phase de développement.
je pense que c'est les éléments essentiels que nous voulions partager par rapport à notre projet. Jérôme, tu as peut-être d'autres éléments que j'ai pu oublier qu'on peut mettre en valeur également. Et puis, nous serons en mesure de répondre à vos questions juste après. Tout à fait, pour continuer à rebondir sur ces aspects de marché. Donc, en effet, on considère que c'est à peu près 15 à 20% des AVC qui sont de type hémorragique. Il s'avère également que ce chiffre est assez sous-estimé entre ces pourcentages-là qui sont communément admises et les dernières études notamment qui ont été faites suite à une étude globale qui était faite sur les risques de mortalité cardiovasculaire, donc qui augmentait ce chiffre à des valeurs un peu plus importantes. Donc, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, on sait qu'on n'arrivera pas à adresser le marché global mondial, et c'est bien de s'intéresser à des zones géographiques très bien définies où le système hospitalier est mûr et bien développé et permet de pouvoir traiter ces patients dans les meilleures conditions possibles. Voilà déjà les premiers éléments. Exactement. Merci Jérôme. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans les questions que vous posez. Je vois déjà dans un premier temps deux questions qui sont posées, qui sont liées à la formulation que j'évoquais tout à l'heure, qui est notre premier jalon et que nous estimons important parce que c'est un élément de différenciation au-delà de la non-neurotoxicité de notre produit, c'est un élément de différenciation qui nous paraît essentiel par rapport à les autres produits de cette classe. La première question est la question concernant les risques liés à la formulation. Je laisse Jérôme répondre à cette question. On va même faire une réponse plus globale. On va profiter de parler de risques, puisqu'on est sur un projet de biotechnologie, pour parler des risques de nos différentes étapes de développement. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'on bénéficie d'énormément de choses pour essayer de minimiser au maximum les risques et d'avoir un développement qui nous l'espérons, puisse se développer le mieux possible. Donc, ce que nous avons besoin de faire dans l'ensemble de notre développement, c'est premièrement industrialiser la production de la protéine recombinante, deuxièmement la formuler, et ensuite réaliser, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, l'ensemble des études réglementaires qui nous permettent d'ouvrir les droits à une étude clinique. Ça fait quand même 4 points majeurs à passer. Si on va les reprendre un par un et puis on va s'arrêter un peu plus longtemps sur la formulation. Donc, par rapport à ces aspects-là, produire une molécule recombinante, donc c'est toujours normalement une étape qui est risquée dans les projets de biotechnologie. Ici, nous bénéficions réellement de l'historique autour de la molécule que nous voulons développer. Il existe différentes molécules qui ressemblent de près ou de loin à quelques acides aminés, mais pas ceux qui me permettent de retirer la neurotoxicité, bien entendu. Mais différents projets qui ont été développés depuis les années 80, qui ont conduit à la réussite de la production de la protéine recombinante en concentration, en quantité suffisante, avec des molécules qui ont pu passer en clinique par la suite et qui ont fini sur le marché. Donc, ce qui veut dire que cette étape-là de production est vraiment une étape pour laquelle nous avons un risque qui est extrêmement réduit, un risque d'échec qui est extrêmement réduit. Concernant la formulation, nous allons travailler avec une équipe qui est une société qui est experte dans la formulation, qui s'appelle Carlina Technologies. C'est une société qui est basée à Angers et qui a une réelle expérience de la formulation de grosses protéines, comme dans notre cas. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent faire ce type de formulation, ils savent protéger les molécules pour que, suite à la formulation, il y ait une perte minime d'activité, ce qui nous intéresserait réellement. Et ils savent formuler cette molécule de telle sorte à ce qu'elle soit libérée sur des profils très variables, soit très courts, soit très longs. Donc, nous pensons réellement, et c'est vraiment l'objet des 6 prochains mois de ce travail que nous allons faire avec eux, nous pensons réellement que les risques à ce niveau-là existent, bien entendu, mais nous allons faire en sorte
de les réduire au maximum en ayant cette approche dès la première année, dès les 6 premiers mois de validation de cette capacité à protéger notre molécule pour pouvoir la formuler et ensuite pouvoir la relarguer. Il y a déjà eu des travaux qui ont été faits autour des thrombolytiques qui montrent qu'il est possible en effet de les formuler. Christophe, je te laisse prendre la suite pour ce qui est réglementaire et clinique. Absolument. Donc, je continue sur cet aspect de de-risking, finalement, parce que c'est effectivement le terme qu'on utilise dans le cadre d'un plan de développement. Tout développement pharmaceutique est forcément quelque chose qui présente un certain nombre de risques, mais nous pensons que nous avons effectivement, comme vient de l'évoquer Jérôme, beaucoup d'éléments pour considérer que ces risques sont réellement minimisés dans notre cas. Donc, Jérôme a parlé de la formulation, il a parlé également de la production pour laquelle il existe déjà un savoir-faire. La troisième section, ou la troisième étape, consiste dans le développement réglementaire préclinique. Ce développement réglementaire préclinique est d'une part simplifié du fait que nous n'aurons qu'une seule injection, et le fait d'avoir une seule injection permet d'avoir un package réglementaire qui est relativement minimal, puisqu'on est en plus en injection locale. Le deuxième aspect de de-risking autour de ça, c'est le fait qu'il existe déjà une utilisation d'un produit qui est similaire, sauf qu'il est neurotoxique, et donc justement le nôtre se différencie de façon favorable, et que ça permet d'envisager cette phase dans de très bonnes conditions. Ensuite, l'étape suivante sur notre programme de 5 ans, c'est la mise en place de l'étude clinique que j'appelais tout à l'heure preuve de concept clinique. Dans notre situation, on rentre en fait directement dans une étude chez le patient, puisqu'il est évidemment hors de question d'aller étudier une personne qui n'est pas atteinte d'un hématome pour injecter notre produit. Donc, c'est un avantage quelque part parce que ça nous permet d'aller plus vite en termes de développement et c'est aussi dans cette population de patients, bien sûr, que nous pourrons faire la démonstration convaincante du bénéfice attendu avec notre produit. Je vois une question qui est posée sur la supériorité concurrentielle liée à notre formulation. Je le répète, c'est effectivement un avantage concurrentiel qui est lié à la fois à la non-neurotoxicité du produit, on va y venir parce que je vois une autre question sur ce sujet, mais également un avantage par rapport à la formulation du fait qu'une seule injection soit nécessaire. Et ça, c'est un avantage quand vous êtes dans le cadre hospitalier, c'est-à-dire qu'actuellement, dans le développement qui est en cours avec l'alteplase, qui est un produit donc similaire mais neurotoxique, il est nécessaire d'injecter le produit toutes les 8 heures, ce qui au niveau de l'hôpital est une charge importante, ce qui aussi potentiellement ralentit l'efficacité du produit. Donc ces deux aspects, sur ces deux aspects, avec notre formulation, nous comptons être différenciés de façon favorable et permettre à l'hôpital de prendre en charge les patients avec un moindre coût et un bénéfice potentiellement supérieur parce qu'une intervention plus rapide et plus immédiate avec notre proposition. Ce que je vous propose, c'est de répondre à une question qui est celle de la non-neurotoxicité. Jérôme, je vais te laisser expliquer pourquoi notre produit n'est pas neurotoxique contrairement aux autres produits. Tout à fait. Je vais reprendre donc cet aspect-là et puis quand même revenir sur les risques liés à la formulation parce que c'était une question qui était plus précise sur cette étape-là. Donc, alors, si on reprend les aspects de neurotoxicité, pourquoi notre molécule n'est pas neurotoxique par rapport à d'autres molécules existantes, je vais vous proposer donc d'expliquer ça avec ce que nous avons fait tout simplement en laboratoire. Je crois que je ne vois plus le... Oups, j'ai fait une bêtise, je ne vois plus rien. Bref, toujours est-il que ce qui est important, je n'arrive pas à afficher le fichier que tu voulais, d'accord. Ce n'est pas le plus grave. Donc, pourquoi notre molécule n'est pas neurotoxique? Donc, notre molécule, c'est une protéine qui est constituée de plusieurs structures qui s'imbriquent entre elles et qui permettent au final à cette molécule d'avoir une action sur le substrat qui va nous intéresser, donc c'est-à-dire une action sur l'hématome. Il s'avère que
Ce type de molécule existe naturellement chez l'homme. Ça a été la réalisation de génétique dans les années 80, qui était d'être capable de reproduire ce qui existait chez l'homme pour en faire un produit thérapeutique. Donc, cette molécule existe chez l'homme, elle existe dans les vaisseaux où elle va pouvoir dégrader les caillots et les hématomes, mais elle existe aussi dans le cerveau où elle est relarguée par un neurone synaptique dans la fente synaptique où elle va permettre comme ça un continuum d'un neurone à un autre. Nous, on a modifié une partie de cette molécule-là qui reconnaissait des neurones, des récepteurs au niveau neuronal et qui permettait justement ce transfert d'informations. Ce qui fait que dans une situation de stress, comme un AVC, comme beaucoup de situations de stress, de surexcitation des neurones, en fait, le fait de reconnaître ce récepteur et de l'activer faisait augmenter le signal dans les neurones postsynaptiques. Donc, du coup, on se retrouvait avec une très forte décharge électrique et des neurones qui mouraient. Donc, en fait, on a modifié un acide aminé qui était vraiment clé dans cette reconnaissance entre notre thrombolytique et le récepteur neuronal, si bien que la nouvelle molécule qu'on a pu produire ainsi, qui est la molécule qui est brevetée et que nous développons, ne peut plus reconnaître le récepteur situé sur la surface du neurone et ainsi n'a plus cette action de neuromodulation. Elle conserve uniquement son action thrombolytique. Merci Jérôme. Je propose qu'on adresse d'autres questions qui nous viennent, des questions qui concernent notre plan de recrutement. Je suppose que c'est le plan de recrutement en termes de personnes qui vont nous accompagner et les prestataires que nous avons identifiés. Concernant le recrutement, nous avons déjà identifié 2 personnes qui vont nous rejoindre à partir du 1er décembre. Une doctorante dont vous avez peut-être vu la photo sur le site dans la rubrique actualité et qui va donc nous rejoindre à Caen pour travailler avec Jérôme notamment à la caractérisation de la formulation qu'on a discuté juste tout à l'heure. Et une autre personne qui va nous rejoindre également à partir du 1er décembre et qui va nous aider à structurer notre communication sur les semaines à venir, ce qui est quelque chose d'important à la fois pour les échanges que nous avons avec vous, ce qui est important aussi pour préparer notre communication pour envisager les prochains tours de développement. Les prochains tours, pardon, de financement. Je parlais de développement parce que c'est effectivement le point suivant, c'est que nous allons bien sûr nous étoffer parce que nous aurons besoin d'autres personnes pour nous rejoindre pour les différentes étapes de développement que j'évoquais tout à l'heure, d'une part la préparation du développement réglementaire préclinique et nous allons recruter un docteur en sciences dans les mois qui viennent. Nous allons aussi recruter des personnes qui vont nous aider à préparer la phase de développement clinique que j'évoquais tout à l'heure et pour pouvoir bien sûr suivre ensuite cette phase de développement clinique qui va être l'étape importante qui va nous conduire à la démonstration de preuves de concept. Nous sommes une petite équipe et nous resterons une petite équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que les activités de développement sont des activités qui sont extrêmement réglementées et qui doivent être faites donc en collaboration ou en partenariat avec des structures qui sont habilitées à le faire et qui sont aussi reconnues par les agences de santé dans certains cas pour pouvoir réaliser dans les conditions appropriées de sécurité et de pertinence les différentes étapes de développement que nous avons envisagées. Pour vous donner un petit peu un exemple, nous considérons que nous sommes un petit peu comme des architectes qui conçoivent une maison et nous travaillons avec les personnes qui vont faire les différents travaux qui sont nécessaires à cette maison. On ne peut pas se substituer quand on est architecte à un plombier, à un électricien, à un maçon, etc. Et donc, c'est un petit peu dans la même optique que nous envisageons le plan de développement et le plan de recrutement, c'est de travailler avec des partenaires. Alors, la question suivante qui était, avez-vous identifié des partenaires? On a évoqué tout à l'heure le partenaire avec lequel on va travailler sur la formulation, parce qu'ils ont réellement une expertise extrêmement solide sur le sujet, et donc nous allons travailler avec Carmina Technologies. Nous avons déjà identifié d'autres partenaires avec lesquels nous allons travailler pour la production. C'est encore un petit peu
précoce pour vous donner des noms parce qu'il y a plusieurs options qui sont possibles, mais bien sûr, ce sont des partenaires qui ont l'expérience de production, ce qu'on appelle la production GMP, qui soit donc acceptable par les autorités réglementaires pour que le produit puisse être administré chez l'humain, chez les patients. Et nous avons aussi identifié un certain nombre de partenaires potentiels pour la phase clinique, mais ça reste encore également quelque chose à établir. Au-delà des partenaires, des partenaires entreprises, il y a aussi des partenaires académiques avec lesquels nous travaillons. Nous avons un certain nombre de partenaires académiques en France et aux États-Unis avec lesquels nous avons travaillé notre projet, avec lesquels nous allons continuer à travailler notre projet, et bien sûr notre groupe d'académiques travaillant avec nous est appelé à s'étoffer dans les mois à venir. Notamment, et vous avez dû voir à travers certaines lignes que nous avons évoquées, nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'experts aux États-Unis qui certainement vont donner une valeur ajoutée à ce que nous proposons ici, du fait de leur expertise et du fait de leur implication dans d'autres essais dans cette indication, avec notamment l'altéplase. La question… Oui, vas-y, Jérôme. J'allais prendre la suite pour ce qui était à la fois du coût du traitement et du remboursement. Donc, il y a deux aspects à identifier sur ces points-là. Je laisserai Christophe compléter de par son expérience. Il y a à la fois donc ce que nous pouvons prévoir par rapport à ce que nous évaluons aujourd'hui comme étant le standard clinique, les bénéfices apportés aux patients par rapport à ce qui existe en termes de traitement. Et il y a également ce que nous dirons les résultats de nos essais cliniques, et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler avec les meilleurs partenaires possibles et préparer très très en amont, suivre ce qui se passe en parallèle pour essayer d'apporter la démonstration clinique la plus pertinente et qui permettrait de justifier la meilleure valeur possible de notre traitement. Donc aujourd'hui, nous avons fait une estimation, nous avons fait sur la base des coûts existants de traitement, notamment par exemple le traitement de l'AVC, de la forme ischémique, donc quand le vaisseau est bouché, alors que nous on s'intéresse au vaisseau qui fuit, donc quand le vaisseau est bouché, le coût du traitement aux États-Unis est de l'ordre de $6 400. Nous estimons que si nous sommes en mesure d'apporter un bénéfice thérapeutique supérieur au regard à la fois du handicap du patient et du temps de résidence du patient au sein de l'hôpital, nous estimons qu'il s'agit d'un réel bénéfice, surtout par rapport à ce qui existe aujourd'hui, qui nous permettrait d'envisager des prix supérieurs. Maintenant, ce prix-là va également être une discussion avec les agences de santé en fonction des résultats que nous aurons pu obtenir pour savoir quelle est la part remboursée, quelle est la part prise en charge ou non. Donc, encore une fois, à titre d'exemple, en ce qui concerne notre concurrent qui s'appelle Alteplase, son prix a augmenté et il a été multiplié par 4 ou 5, voire même plus, il me semble, mais je vais pas m'avancer. Il a été multiplié par 4 ou 5 ces dernières années aux États-Unis, alors que le produit n'est plus protégé. Donc voilà, il y a vraiment différents aspects. Il y a à la fois le bénéfice thérapeutique apporté, la capacité de remboursement, et puis après ça, des stratégies de marché des sociétés. Merci Jérôme. Je pense que tu as donné effectivement tous les éléments ou les paramètres à prendre en compte. Je vous ai cité tout à l'heure un prix indicatif de 10 000 €. C'est évidemment tout un sujet qui sera une négociation en fonction des résultats cliniques qui sont obtenus avec ce type de produit. C'est-à-dire que si vous avez un bénéfice avec notamment une diminution du handicap sévère qui existe chez ces patients, c'est quelque chose qui est valorisable. Si vous avez la possibilité de diminuer, ne serait-ce que d'une journée, l'hospitalisation en soins intensifs dans un hôpital, du fait que le traitement est efficace avec une seule injection et potentiellement plus rapidement efficace, c'est aussi une source d'économie au niveau de l'hôpital. Après, ce dont on parle, c'est pas exactement un remboursement comme un produit de prescription clinique, de prescription chronique, c'est essentiellement, donc on parle de produits hospitaliers, et c'est une négociation aussi qui doit intervenir avec les différents hôpitaux. Mais justement, s'il y a un gain au niveau de l'hôpital, une économie au niveau de l'hôpital, c'est quelque chose qui rentre de façon conséquente dans le prix. Et je crois que ce qu'a évoqué Jérôme, effectivement, montre bien le potentiel qui existe dans ce type d'indication
Historiquement, l'altéplase avait été développée dans des indications cardiaques et non pas neurologiques. Et donc, le bénéfice clinique dans l'indication neurologique dans laquelle il est utilisé, l'indication de l'accident vasculaire cérébral ischémique, quand il y a un caillot qui se forme dans un vaisseau, a permis de monter ces valeurs de façon considérable et ça montre effectivement tout le potentiel qu'on peut obtenir. Je vois une question, quels sont les risques liés à la formulation? Je crois qu'on avait un petit peu en partie adressé, mais peut-être que Jérôme, tu veux compléter? Oui, on avait adressé, je ne l'ai pas éliminé de la liste de questions. Ah, c'est pour ça. Non, ben alors on n'a pas forcément besoin de revenir dessus. Oui, la sortie pour les décideurs. J'évoquais tout à l'heure effectivement le fait que nous avons un modèle économique de biotech, c'est-à-dire que nous sommes dans un développement qui est théoriquement long, puisque la commercialisation du produit peut prendre 8 à 10 ans, entre maintenant et la réalisation finale de l'essai clinique, non pas celui dont je parlais, mais l'essai qui fera suite après pour permettre l'enregistrement. Il est évidemment hors de question de considérer qu'il faille attendre toute cette période pour une sortie. Donc, effectivement, pour les WISeeders et tous les investisseurs à ce stade, l'objectif est de permettre une sortie que nous envisageons entre 4 ans et demi et 5 ans, selon la rapidité de notre développement. On a pour l'instant un plan de développement à 5 ans qu'on trouve réaliste, que les gens d'ailleurs considèrent tous réalistes. On aura peut-être des éléments d'accélération, bien sûr, on va travailler dessus, et ça vous donne une idée du timing. Concernant la valeur, c'est quelque chose de difficile à évaluer spécifiquement pour notre produit, mais il y a déjà eu des reventes de produits ou d'entreprises dans le domaine ischémique avec des valorisations assez conséquentes qui vont au-delà de 100 millions dans la situation à laquelle j'ai oublié le nom du produit, mais c'est quelque chose qui est arrivé il y a à peu près 6 mois à 1 an, et ça vous montre donc le potentiel dans ce type d'indication de valorisation que nous pouvons obtenir avec nos travaux. La question suivante qui est: avez-vous eu déjà des discussions avec les Big Pharma? C'est un petit peu précoce, mais c'est bien sûr quelque chose que nous envisageons, qui va se faire au fil de l'eau. Nous avons besoin d'avancer déjà dans nos travaux de façon plus conséquente pour être plus intéressant pour eux, et c'est quelque chose, bien sûr, une chose sur laquelle nous allons travailler activement dans les mois et les années à venir. Je vais enchaîner sur cette réponse-là pour insister sur le fait que nous avons la structure, enfin nous allons mettre en place la structure du moins, mais nous avons le continuum tous les deux, Christophe et moi, pour être capable d'emmener ces produits vers le développement clinique, vers la fin du programme que nous envisageons, voire même Christophe a même l'expérience sur d'autres produits qu'il a pu mener durant son expérience de développeur pour faire les développements avancés. Donc ce sont des choses que nous savons faire et pour lesquelles on va s'entourer aussi bien de spécialistes, de consultants, de prestataires, de salariés si le besoin est important et que nous avons besoin d'intégrer ces compétences au sein de l'équipe pour emmener ces développements vers quelque chose qui puisse intéresser justement une Big Pharma pour ensuite trouver des solutions de sortie. Merci Jérôme. Je voudrais conclure avec Jérôme sur notre présentation. J'espère que nous avons convaincu sur à la fois la valeur potentielle de ce que nous cherchons à développer, la logique dans laquelle nous voulons développer ce produit et nos capacités à réaliser de façon parfaitement appropriée ce développement du fait de nos expériences complémentaires. Et effectivement, Jérôme a cité, je ne suis pas quelqu'un qui me vante, donc je n'ai pas parlé de ce que j'ai fait spécifiquement, mais effectivement, je sais ce que c'est que de développer un produit dans le domaine cardiovasculaire et thrombose, et les capacités potentielles d'un produit comme celui que nous développons me paraissent effectivement extrêmement importantes, et c'est cette raison pour laquelle, avec Jérôme, nous avons décidé d'avancer sur ce projet et que nous le faisons en toute confiance. Parfait. Je vous remercie pour toutes vos questions, pour votre intérêt, et bien sûr, nous comptons sur vous pour pouvoir avancer ensemble
dans les mois et les années à venir. Merci à tous. Merci à tous.